Les idées principales des meilleurs livres en 30 minutes. Aujourd'hui, 8 Rules of Love, How to Find It, Keep It, and Let It Go. Auteur, Robert Sapolsky. Quand Jay Shetty était moine dans un ashram en Inde, il a beaucoup réfléchi, y compris à l'amour. Il s'est tourné vers d'anciens textes religieux et a découvert que les sujets qu'ils abordent, les conflits dans le couple, la façon de s'épanouir ensemble, la vie de famille reste pleinement elle aujourd'hui. En prenant ce qu'il y avait de plus utile dans ces textes, Shetty a construit son propre système et l'a relié à 4 ashrams, des étapes que chaque moine doit traverser. Après avoir testé ce système avec ses clients, il a constaté qu'il les aidait à faire face aux difficultés relationnelles. Ensuite, Jay Shetty a consacré sa vie à enseigner l'art d'aimer. Le premier ashram est Brahmacharya. Il te prépare à l'amour. Le deuxième est Grihastha. Il t'apprend à exprimer l'amour. Le troisième est Vanaprastha. Il t'apprend à protéger ton amour. Le quatrième est Sannyasa. Il t'apprend à partager l'amour avec le monde. Chaque ashram est une étape de l'amour, et chacun nous enseigne quelque chose d'important. Si tu passes à l'ashram suivant sans avoir appris la leçon du précédent, tôt ou tard tu devras revenir, corriger tes erreurs et grandir. Comme l'écrit Jay Shetty, l'amour est comme une fleur. Quand une fleur te plaît, tu l'accueilles. Quand tu l'aimes, tu l'arroses chaque jour. La première règle appartient à Brahmacharya. Apprécie la solitude pour mieux te comprendre. La société pousse souvent l'idée qu'être seul, c'est mauvais. Personne ne veut être solitaire, alors beaucoup de gens se mettent en couple simplement pour ne pas se démarquer. Dans ces couples, des problèmes apparaissent souvent parce que l'un ou les deux partenaires ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent de la relation. Pour construire une vraie relation, tu dois d'abord comprendre tes valeurs, tes aspirations et tes préférences. C'est ce que Brahmacharya enseigne, ce n'est que lorsque tu es seul avec toi-même que tu commences à comprendre ce que tu veux vraiment d'une relation. La solitude t'aide à t'entendre. D'abord, évalue combien de temps tu passes seul. Pendant une semaine, essaie de noter combien de minutes ou d'heures, chaque jour, tu as été seul avec toi-même. Ensuite, compare le temps pour toi et le temps pour les autres. Combien de temps t'es-tu accordé, et combien à ton partenaire, à tes amis et à ta famille? Est-ce suffisant pour toi? Sinon, réfléchis à ce que tu peux abandonner pour te créer plus d'espace. Observe ce que tu ressens quand personne n'est là. Certaines personnes se sentent mal à l'aise quand elles sont seules et c'est normal. Si tu as l'habitude de partager tes pensées avec quelqu'un presque tout le temps, construire un dialogue avec toi-même peut paraître étrange. Traverse cet inconfort. Écris tes pensées et tes idées dans un journal et observe comment tu réfléchis quand personne n'influence ton opinion. Cela t'aide à mieux te comprendre et à te sentir plus sûr dans tes jugements. Analyse ce que tu fais quand tu es seul et si cela t'apporte vraiment de la joie. Fais la liste de tes hobbies actuels. Pourquoi les aimes-tu? Que disent-ils de tes préférences et de tes valeurs? Et essaie quelque chose de nouveau, à partir de ce que tu as appris sur toi. Choisis une activité que tu aimes vraiment, danser, dessiner, écrire un blog, faire du bénévolat. Cela peut révéler une nouvelle facette de toi. Cet exercice devient une forme de préparation aux relations. Tu sais maintenant de combien de temps tu as besoin pour toi, et tu peux construire une relation en tenant compte. Tu comprends à quelles activités tu veux consacrer du temps et lesquelles tu ne veux pas. Tu peux évaluer honnêtement si toi et ton partenaire partagez des centres d'intérêt. Tu comprends mieux tes convictions et tu peux expliquer à ton partenaire pourquoi elles comptent. Et tu te sens plus à l'aise seul avec tes pensées, sans laisser d'autres personnes les façonner contre ta volonté. La deuxième règle, écoute ton karma. Le karma n'est pas une punition pour des erreurs passées. C'est un signe que nous ne tirons pas les bonnes conclusions de ce qui nous arrive et c'est pour cela que nous refaisons les mêmes mauvais choix. Nous ne sommes pas responsables de toutes nos croyances. Enfants, beaucoup de décisions sont prises pour nous par nos parents et notre environnement. Adultes, nous tirons souvent des conclusions à partir de ce qu'on nous a appris dans l'enfance. Mais cela n'efface pas les conséquences. Dans l'hindouisme, les croyances profondément ancrées s'appellent les samskaras. Il faut en prendre conscience pour réduire leur influence sur tes décisions et arrêter de répéter les mêmes erreurs. D'abord, les samskaras sont liés à la famille. Ce que nous voyons dans l'enfance façonne nos attentes en matière de relations et nos exigences envers un partenaire. Si la relation de tes parents était douloureuse, tu peux tout faire pour éviter la même chose et pourtant, inconsciemment, choisir un partenaire avec qui tu souffriras. Mais même si la relation de tes parents était bonne,
tu peux rester prisonnier de stéréotypes familiaux et parler à ton partenaire dans un langage d'amour qui n'est pas clair pour lui. Une autre source de samskara est ta première relation. Cette expérience peut être si intense que tu compares ensuite chaque partenaire et la relation elle-même à elle, parfois toute ta vie, en cherchant à revivre ces émotions fortes. Mais c'est impossible, parce qu'une première expérience est une première expérience. Et si elle a été un échec, on bascule souvent dans l'extrême opposé et on cherche un partenaire qui n'a rien à voir avec le premier. Ces histoires finissent aussi souvent dans une impasse, parce qu'elles sont construites contre quelque chose, et non sur des intérêts et des valeurs communs. Il y a aussi l'amour dans la culture de masse. L'art façonne nos idées sur la manière de se comporter, et les histoires d'amour ne font pas exception. Après avoir vu un film où un héros charmant conquiert quelqu'un par sa persévérance, une personne peut avoir du mal, dans la vraie vie, à croire qu'on peut lui dire non. Bien sûr, les livres et les films ne sont pas la seule source d'idées fausses, mais ils jouent un rôle important. Voici un exemple, le roman de Goethe, Les souffrances du jeune Werther, qui raconte l'histoire d'un jeune homme amoureux qui s'est tragiquement donné la mort, a créé au XVIIIe siècle une mode des suicides par amour. Les samskaras nous poussent à chercher non pas ceux qui nous conviennent vraiment et que nous aimons sincèrement, mais ceux dont nous avons inventé l'image sous l'influence de croyances. Certains sont attirés par les « bad boys », comme au cinéma. Certains recherchent un partenaire riche et parce que cette image a été imposée par les parents. Certains cherchent chez l'autre des qualités qu'ils aimeraient avoir eux-mêmes. Ce sont différentes manifestations des samskaras et elles nous empêchent d'être heureux. Pour te libérer des samskaras, commence par séparer tes vrais désirs de ceux qu'on t'a imposés. Réfléchis aux qualités que tu veux sincèrement chez un partenaire, et demande-toi pourquoi. Sois honnête avec toi-même. Ne trahis pas tes valeurs et ne te refuse pas le droit de vouloir et d'avoir ce qui compte vraiment pour toi. Ensuite, essaie de comprendre quelles croyances et quelles attentes t'empêchent de construire une relation heureuse et saine. Reconnais ses limites et essaie de ne plus t'y appuyer. Avoir des attentes, c'est normal, mais il est important de ne pas les expériences négatives des relations passées dans les nouvelles. La troisième règle appartient à Gryhastha. Ne te précipite pas pour dire les mots de l'amour. Dans une nouvelle relation, on ne sait souvent pas quand dire « je t'aime ». Cela arrive parce qu'on doute de ses sentiments ou qu'on a peur de la réaction de l'autre. Et il est important de se rappeler que ces mots peuvent signifier des choses très différentes selon les personnes. Pour certains, ils veulent dire « je suis prêt à passer ma vie avec toi ». Pour d'autres, « tu me plais ». Pour d'autres encore, « nous sommes ensemble depuis des années, et je le dis par habitude ». Tu dois comprendre ce que ces trois mots signifient pour toi, personnellement. G. Shetty distingue 4 étapes de l'amour et propose d'évaluer dans laquelle toi et ton partenaire vous trouvez. Étape 1, l'attraction. Tu rencontres quelqu'un, tu ressens de la sympathie, mais tu ne sais encore rien de ses valeurs et de ses aspirations. À ce stade, il est facile de confondre attraction et intérêt avec l'amour véritable. Étape 2, les rêves. Tu commences à rêver d'une vie ensemble. Certaines attentes apparaissent. Tu vois davantage le partenaire comme tu voudrais qu'il soit, et tu peux ignorer des signaux d'alerte. Étape 3, problème et solution. Quand l'euphorie de la passion retombe, tu vois ton partenaire plus clairement. Des désaccords apparaissent. À ce stade, tu peux avoir l'impression que rien ne marchera. Tu apprends à affronter les difficultés ensemble et à trouver des compromis. Étape 4, la confiance. Ce que vous avez traversé ensemble vous rapproche. Vous vous comprenez et vous vous faites confiance. Sur le chemin de l'attraction à la confiance, beaucoup d'erreurs douloureuses peuvent survenir. Dans le pire des cas, une relation s'arrête à l'étape 3 et n'atteint jamais la confiance. Donc, la meilleure façon de ne pas finir avec rien, c'est de ne pas se presser et d'apprendre autant que possible sur la personne tant que tu es encore dans la phase de l'amour naissant. Et de te poser 3 questions. Est-ce que j'aime vraiment passer du temps avec cette personne? Est-ce que je partage et respecte sincèrement ses idées? Est-ce que je veux l'aider à atteindre ses objectifs? La 4e règle, fais de ton partenaire ton gourou, et deviens un gourou pour lui. Dans l'hindouisme, un gourou est un mentor spirituel. Mais ce n'est pas un professeur au-dessus de toi. La relation entre un gourou et un élève implique une égalité absolue. Et dans une relation, c'est pareil, ce n'est qu'en s'enseignant l'un l'autre que l'on peut atteindre ses objectifs et préserver la compréhension. Pour être à la fois un bon gourou et un bon élève, souviens-toi de quelques points. Ne mets pas la pression. Quand tu t'inquiètes pour ton partenaire, il est facile de vouloir aider de toutes tes
Mais tu vois le monde à travers ton propre vécu et tu ne prends pas toujours en compte que tes solutions peuvent ne pas lui convenir. Tu peux critiquer quand tu devrais écouter. Tu peux te précipiter quand tu devrais attendre. Ou tout prendre sur toi quand la personne a besoin d'apprendre quelque chose par elle-même. Sous pression, les gens paniquent ou se défendent, et parfois ils abandonnent même leurs rêves. Il vaut mieux demander à ton partenaire s'il veut ton aide, et laquelle. Respecte son chemin. Si tu as des doutes, exprime-les de façon constructive et sans jugement. Donne le bon exemple. Agis selon tes valeurs et tiens ta parole. Quand ton partenaire te voit avancer vers tes objectifs jour après jour, il prendra tes mots plus au sérieux, aussi bien le soutien que la critique. Et toi, de ton côté, tu comprendras mieux comment l'aider, parce que tu sauras ce que représente la croissance personnelle. Critique de manière constructive. Une critique constante peut détruire les progrès. Si tu remarques que tu critiques ton partenaire encore et encore, demande-toi pourquoi. Peut-être que tu ne fais pas assez attention à tes propres objectifs et que tu projettes ton insatisfaction envers toi-même sur lui. Ou peut-être que tu es déçu qu'il n'atteigne pas son but malgré ton soutien. Ces problèmes viennent souvent de l'ego. Rappelle-toi, les réussites ou les échecs de ton partenaire ne disent rien de toi en tant que personne. Tu peux influencer, mais tu ne peux pas contrôler. Exprime ta préoccupation sans. Le but n'est pas d'accuser, mais de comprendre ce qui le bloque et de l'aider à y faire face. Sois ouvert. Montre de l'intérêt quand ton partenaire propose d'essayer quelque chose de nouveau ensemble. Écoute sa critique. Même si elle n'est pas parfaitement formulée, essaie d'en tirer quelque chose d'utile et pose des questions. Si ton partenaire critique de façon dure, explique ce qui te fait mal et ce qui rendrait la conversation plus acceptable. La tâche de l'élève est d'aider son gourou à devenir meilleur, tout comme la tâche du gourou est d'aider l'élève à devenir meilleur. Laisse tomber l'ego. L'ego est l'ennemi de l'amour. Il nous dit « j'ai raison, mon partenaire a tort » et il nous empêche de l'entendre. Cela ne veut pas dire que tu ne dois jamais te défendre en conflit. Cela veut dire que tu dois chercher à résoudre les conflits de manière constructive. Ne te justifie pas et n'accuse pas ton partenaire. Concentre-toi sur la recherche d'un compromis. Sois reconnaissant. Le quotidien et la routine nous font oublier tout ce que notre partenaire fait pour nous. Remercie-le. Même pour de petites choses, promener le chien, cuisiner, te réveiller le matin. Et pourtant, rappelle-toi, le gourou et l'élève sont égaux. Ne mets pas ton partenaire sur un piédestal. Il est important de s'aider mutuellement et tout aussi important de ne pas oublier tes besoins. La 5e règle, avance vers ton rêve. Dans l'hindouisme, ce que tu aimes faire et ce que tu veux faire s'appelle le dharma. C'est une sorte d'appel, la force motrice derrière tes efforts. Le dharma peut être n'importe quoi, un travail aimé, un hobby, du bénévolat, la charité. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Pour trouver ton dharma, commence par étudier. Demande-toi ce que tu aimes faire, ce que tu peux apporter au monde, et comment tu veux le faire. Réfléchis à ce qui te freine. Puis écris, étape par étape, ce que tu dois faire et apprendre pour réussir dans le domaine qui t'intéresse. Ensuite, essaie. Passe à l'action et donne vie à ton plan progressivement. Dans le processus, tu apprendras beaucoup sur toi, ta manière de travailler, ta réaction au stress, ce qui t'aide, et ce qui demande encore du travail. Puis, réussissez ensemble. Continue à faire ce qui te donne de la joie et cherche de nouvelles façons de le faire mieux. Plus tu réussis, plus ton dharma demandera du temps et de l'énergie. Si ton partenaire développe aussi son dharma, vous aurez tous les deux besoin de soutien. Discutez de vos difficultés, de vos besoins et de vos émotions. Décidez comment vous pouvez vous aider. Réfléchissez à la manière de répartir les responsabilités domestiques pour que chacun ait du temps pour ce qui compte. Puis vous ferez inévitablement face à des difficultés. Et voici la question clé, tes doutes viennent-ils du stress et de la fatigue, ou bien est-ce que tu ne veux vraiment plus faire cela? Dans le premier cas, fais une pause pour te reposer et récupérer. Dans le second, accepte calmement et sans regret que cette activité n'est pas ton dharma. Ne te force pas à faire quelque chose par inertie. Rien de ce que tu as fait n'a été perdu, tu t'es mieux connu et tu as acquis de nouvelles compétences. Et enfin, savoure le succès. Les moments où tu te sens vraiment fier de toi ne représentent qu'une infime partie du temps que tu passes à atteindre ce que tu veux. La partie la plus difficile dans la recherche de ton dharma, c'est donc d'aimer le processus lui-même. Le dharma est un chemin de toute une vie, pas une ligne d'arrivée.
Si ton partenaire ne sait pas encore ce qu'il veut accomplir, tu peux l'aider à trouver son dharma. Aide-le à formuler son objectif et à comprendre ce qu'il faut pour l'atteindre. Donne-lui la chance de s'essayer dans le domaine qui l'intéresse. Soutiens-le autant que tu peux. Sois patient si ça ne fonctionne pas tout de suite. Et félicite-le même pour de petites réussites. La 6e règle appartient à Vanaprastha. Dispute-toi de manière productive. Aucune relation n'existe sans conflit. Les désaccords arrivent avec ceux qu'on aime pour des petites choses, comme un lit non fait, et pour des sujets sérieux. Personne ne nous apprend à résoudre les conflits de façon constructive. On considère souvent les disputes comme un signe que quelque chose ne va pas. Alors on évite les désaccords, on retient son mécontentement pour préserver la paix. Mais les conflits sont nécessaires, parce que sans eux on ne peut jamais vraiment se comprendre. Et même dans une dispute, il faut montrer du respect à son partenaire. Le but n'est pas de gagner, mais de parvenir à un accord et à une compréhension mutuelle. Shetty identifie 3 types de conflits. Les conflits mesquins. Ils naissent de problèmes du quotidien. Ils ne te touchent pas profondément et s'éteignent aussi vite qu'ils ont commencé. Tu n'essaies pas de comprendre l'autre, c'est une dispute pour la dispute. Les conflits passionnés. Ici, tes intérêts de vie et tes désirs sont directement en jeu. Toi ou ton partenaire est blessé. Ce conflit est construit sur le désir de prouver que tu as raison et que ton partenaire a tort. Et les conflits productifs. C'est un conflit conscient. Tu comprends pourquoi tu te disputes et quel résultat tu veux. Tu écoutes ton partenaire, et il t'écoute. Vous cherchez une solution ensemble. Pour se disputer de manière productive, encore une fois, laisse l'ego de côté. En conflit, il est facile de croire qu'on a raison. La première étape, c'est de regarder la situation de l'extérieur. Observe les avantages et les inconvénients objectifs de ta position. Reconnais que ton partenaire a aussi raison sur certains points. Ensuite, trouve la cause du conflit. Le déclencheur et la cause sont différents. Quand une dispute à propos de la vaisselle non faite se transforme en grosse querelle, fais attention à tes émotions. Est-ce vraiment à propos de la vaisselle d'aujourd'hui ou bien à propos du fait que ton partenaire néglige toujours ses responsabilités et que tu es épuisé? Dis à ton partenaire ce qui te dérange vraiment. C'est une chance de transformer une dispute mesquine en conversation productive et de résoudre le problème ensemble. Et rappelle-toi que chacun réagit différemment au conflit. Certains veulent résoudre le problème immédiatement et essaient de rester objectifs, mais oublient souvent que les sentiments sont subjectifs. D'autres veulent tout analyser, mais finissent parfois par ne rien faire. D'autres encore tombent dans la rage et deviennent incapables de dialoguer de façon constructive. Observe et discute de la manière dont chacun de vous réagit habituellement. Réfléchissez à la façon de tenir compte de ces différences pour que la solution soit productive. Et évitez de tout résoudre, sur le moment, quand les émotions sont trop fortes. Et une dernière chose, laisse certaines choses passer. Tu peux faire face à des conflits qui semblent impossibles à résoudre. Demande-toi si c'est vraiment si important. Parfois, il est plus facile d'accepter la situation et de permettre à chacun quelques faiblesses. La 7e règle, rompre sans te perdre. Dans les premiers mois après une rupture, on peut avoir l'impression que la vie ne sera jamais plus la même, et que personne ne t'aimera plus jamais. Le désir de récupérer la relation peut devenir insupportable. Il y a une explication scientifique, des recherches suggèrent que les zones du cerveau activées lorsque nous sommes amoureux jouent aussi un rôle dans la formation des addictions. C'est pourquoi les ruptures font si mal, surtout quand vous avez été ensemble pendant de nombreuses années. Cela peut ressembler à un manque. Mais même cette expérience peut t'aider à apprendre quelque chose de nouveau sur toi-même et à devenir plus fort. Si c'est toi qui pars, ne repousse pas la conversation. Si tu as déjà pris la décision, chaque jour rendra plus difficile le fait d'en parler, et tu te sentiras pire. Sois honnête, dis clairement pourquoi vous ne vous convenez pas, et où vos objectifs et vos valeurs divergent. Prépare-toi à une réaction négative, même si tu essaies d'être prudent, il est difficile d'éviter les émotions. Et ne fais pas durer la conversation. Discuter de la décision ne devrait pas durer plus d'une journée. Après cela, sors de la vie de ton partenaire, ne vous voyez pas, ne vous parlez pas, désabonnez-vous l'un de l'autre. Laisse les blessures guérir. Si vous avez des enfants, passe autant de temps que possible avec eux et réduis la communication avec ton partenaire au minimum. Si tu as été quitté, n'essaie pas de faire changer ton partenaire d'avis. S'il a annoncé sa décision, cela veut dire qu'il n'est plus prêt à travailler sur la relation.
N'espère pas qu'il réalisera qu'il s'est trompé. Sois reconnaissant. Même si cette personne n'est plus dans ta vie, elle y a probablement apporté quelque chose de bon. Tu n'as pas besoin de la remercier au moment de la rupture, mais rappelle-toi cela quand tout te paraît désespéré. Ne te lance pas tout de suite dans une nouvelle relation. Cela peut soulager la douleur temporairement, mais peut conduire aux mêmes problèmes qui ont détruit la relation précédente. Donne-toi du temps et prends soin de ton état mental. Utilise ce temps seul pour revenir à la première règle et comprendre qui tu es devenu après cette relation. Quel genre de personne es-tu maintenant? Comment as-tu changé? Que as-tu appris sur toi-même? Et rappelle-toi, tu n'es pas seul. Passe du temps avec ta famille et tes amis, rencontre de nouvelles personnes. Rejoins un groupe de bénévoles ou inscris-toi à la danse. Utilise de manière productive le temps que tu as libéré. La 8e règle appartient à Sannyasa. Aime tout ce qui t'entoure. Aimer le monde entier n'est pas la tâche la plus évidente. Mais comme pour le dharma, ce qui compte ici, ce n'est pas le résultat, mais le processus. Aime tes proches. Cela paraît évident, mais malheureusement nous n'exprimons pas toujours notre amour envers la famille et les amis de la bonne façon. Parfois, on critique avec de bonnes intentions. Parfois, on écoute sans vraiment entendre. Parfois, on passe trop peu de temps ensemble. Montre plus souvent que tu les aimes. Offre du soutien, du temps et des conseils, mais ne juge pas. Même si tu ne t'entends pas avec quelqu'un de proche, essaie de le soutenir à distance, sans t'impliquer émotionnellement. Apprécie tes collègues. On se plaint souvent des collègues et on les félicite rarement, alors que ce sont les personnes avec qui nous passons la majeure partie de notre journée. Essaie de construire des relations, souris, demande comment ils vont, soutiens-les, remarque leur travail et leur réussite. Et aidez ensemble. Trouve quelque chose qui profite au monde et consacre du temps et des efforts. Tu rencontreras des personnes qui te ressemblent, et cela te donnera la force de continuer à porter l'amour dans le monde. Et maintenant, 10 meilleures idées de ce résumé. 1. Pour aimer quelqu'un, il faut d'abord se comprendre et s'aimer soi-même. 2. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas de partenaire en ce moment. C'est une bonne occasion de mieux te comprendre et de voir ce que tu veux d'une relation. 3. Pour trouver un partenaire pour une vie longue et heureuse, il vaut la peine de reconnaître tes vrais désirs et tes attentes, et de te défaire de ceux imposés par des personnes importantes ou par la société. 4. Ne te précipite pas. Avant de rendre une nouvelle relation sérieuse, apprends le plus possible sur ton partenaire et ses valeurs. 5. Apprends de ton partenaire et, en même temps, sois un enseignant pour lui mais uniquement sur la base d'une égalité totale. 6. Trouve ta vocation et essaie de la réaliser. Aide ton partenaire à faire de même. Et ne perds pas espoir si, après un certain temps, tu veux changer de voie. 7. Dispute-toi de façon constructive. Transforme le conflit en un moyen de changer la situation et de mieux vous comprendre. 8. Certaines choses ne valent pas la peine de se battre. Autorisez-vous des faiblesses et des défauts. 9. Romps sans te perdre. Pars honnêtement, et ne t'accroche pas si quelqu'un s'en va. 10. L'amour pour les amis, la famille et le monde est tout aussi important que l'amour romantique. Et quelques brèves références aux livres mentionnés. Lis le résumé du livre de Gary Chapman, The 5 Love Languages. Lis le résumé du livre de Robbie Biesenbach, Unleash the Power of Storytelling, ou In Arts, Change Minds, Get Result. Et lis le résumé du livre du 14e Dalai Lama, de Desmond Tutu et de Douglas Abrams, The Book of Joy, Lasting Happiness in a Changing World. Si cela t'a plu, mets un like, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains livres, et écris en commentaire quel livre tu aimerais qu'on analyse ensuite.